Donc aujourd'hui sur Entreprendre et voyager, on accueille Jean-Loup Lebrun, qui est marketeur et copywriter. Donc je te laisse te présenter, nous dire où tu as la chance d'être en ce moment, ce que tu fais, etc. D'accord. Salut Marion, salut tout le monde. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton émission. Ça me fait super plaisir. C'est un honneur Merci. d'être là. Et puis, je suis au Vietnam en ce moment. Je suis à Hoi An Ouais. et précisément dans un petit quartier d'Hoi An qui s'appelle An Bang. On dirait c'est un petit village en bord de mer. Et on peut croire que c'est une chance d'être là, mais en vrai, il fait vraiment trop chaud. Et donc non, si c'est bien, c'est sympa, c'est agréable. Et pour me présenter, moi, je fais pas mal de trucs sur le web depuis 3 ans et demi maintenant. Et en ce moment, ce qui m'occupe principalement, c'est de faire des podcasts. Je fais des podcasts quasiment tous les jours. Je fais des podcasts où moi, je suis tout seul. Et puis, je fais aussi des podcasts où j'interviewe des entrepreneurs. Et puis, il y a toute une autre partie de mon activité qui est de faire du consulting en marketing et de la formation en marketing où j'aide les gens à créer et développer leur activité sur Internet. Ok, super. Et donc là, tu es au Vietnam depuis longtemps et depuis quand tu as commencé les podcasts en plus de ton activité de consulting? Ouais, alors je suis au Vietnam depuis trop longtemps en fait. Je suis au Vietnam depuis 4 mois, alors qu'à la base j'y passais juste 15 jours et puis je D'accord. me suis retrouvé bloqué avec toute cette Corona vibe. Mm. Et puis l'autre question, c'était quand est-ce que j'ai commencé les podcasts? En fait, là, c'est des nouveaux projets que j'ai lancés assez Oui, récemment. oui. Alors les idées me sont venues au Vietnam. Je pense que Guts, mon podcast où je suis tout seul, je l'ai Mm. lancé il y a 3 semaines. Là, on est sur la quatrième semaine. Ouais, Et Autopsy, je l'ai lancé plus tôt. Alors en fait, j'ai commencé à faire des interviews et c'était pas encore sous le nom d'Autopsy. d'accord. Et puis j'ai appelé le podcast Autopsy plus tard, je dirais, ça doit faire 2 mois, à peu près 2 mois. Ouais. Mm. Et là, la première saison est terminée. Autopsy prend des petites vacances, mais on repart Ok. sur une deuxième saison dans quelques semaines. D'accord, super. Et tu as Voilà. commencé, enfin voilà, tu as déjà commencé ton planning pour la rentrée Pour la rentrée, alors qu'est-ce que tu entends la rentrée? La ou rentrée la scolaire? nouvelle saison ou la prochaine saison? La prochaine saison. Alors moi, tu parles en termes de voyage ou tu parles en termes de travail? de, Des deux. des deux. Mm. Alors là, j'aimerais rentrer en France. Mm. Moi, je suis parti en Asie en janvier et d'habitude, j'ai pour habitude, si tu veux, de rentrer en France tous les 3 mois parce que j'aime bien voir mes amis, ma famille. J'aime pas partir trop longtemps. C'est important pour moi de garder la connexion. Et là, ça fait 6 mois que je suis parti à cause de cette histoire de coronavirus. Et du coup, dès que je peux rentrer en France, je vais rentrer. J'aimerais pouvoir rentrer là début juillet. Je pense que ça va être possible. Mm. Et après, je pars en vacances avec toute ma famille, ma maman, mes frères et sœurs. C'est Oui. un truc que je rêvais de faire depuis très longtemps, de les emmener tous en vacances. Et cette année, je peux le faire. Donc on part en vacances ensemble à la montagne, à côté de la Suisse. Ça va être super. Et puis en août, je serai dans le sud de la France, je pense. Et après, je pense repartir en Asie. Donc ça, c'est pour la partie voyage. Et puis Ouais. pour ce qui est de mon activité, là, je suis sur une bonne lancée avec Guts et je développe en parallèle un site qui s'appelle Marketing Viscéral. Oui. Par contre, je peux pas encore vraiment parler de ce qu'il y aura dessus, mais il y a du très très lourd dessus qui arrive. Mais D'accord. malheureusement, je peux pas encore dire les choses, Ok. tu vois. D'accord. Ouais, donc ça fait pas mal de pas mal de choses, un programme bien occupé. Ouais, on s'amuse comme on peut. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment ton parcours entrepreneurial est venu? Comment, donc, si ça fait 3 ans que tu es à ton compte, qu'est-ce qui a Ouais, un fait peu que plus. tu. Un peu plus, ok. Mm. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé et voilà, comment s'est passée ton évolution? Comment tu l'as vécu depuis ton lancement? Alors, je me suis lancé comme beaucoup de gens, je pense, parce que j'avais un ras-le-bol du salariat, tout simplement. J'aimais pas ce que je faisais et puis j'en avais vraiment marre. Et puis j'ai toujours eu un tempérament
assez anticonformiste et assez rebelle, entre guillemets, qui fait que le salariat ne me correspondait pas du tout. Je n'étais pas fait pour être dans le système, en fait, tout simplement. J'étais vraiment fait pour faire mon propre truc. Je suis quelqu'un de très indépendant et je ne suis pas fait pour avoir un patron au-dessus de moi, en fait. Et sauf que j'avais pas trouvé le moyen de le faire, donc je restais dans le salariat comme plein de gens, en fait, hein, Oui. qui ont cette aspiration entrepreneuriale, mais qui n'ont pas l'idée, qui savent pas quoi faire et qui, du coup, restent dans leur vie de salarié. Et puis moi, j'ai eu la chance de découvrir ce monde du web, j'ai eu la chance de découvrir des créateurs qui m'ont ouvert à ça. Et dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est fait pour moi. Et puis j'ai foncé là-dedans, quoi. J'ai foncé là-dedans. Après, c'était quoi là, ta question exactement? Comment est-ce que Oui, comment voilà, donc forcément tu as découvert des gens, donc ça t'a inspiré et ça fait que tu t'es lancé. Ouais. Et puis là, si ça fait, enfin voilà, depuis le temps, quelle a été un peu ton évolution, par quoi tu as commencé, par quoi et vers quoi tu t'es dirigé? Ah, alors, pour certaines personnes, c'est peut-être assez simple de répondre à cette question de manière courte. Moi, c'est assez compliqué parce que je suis quelqu'un qui change beaucoup, beaucoup. Et en 3 ans, j'ai fait énormément de choses différentes. J'ai lancé énormément de nouveaux projets, Ouais. certains qui ont marché, certains qui n'ont pas fonctionné. Mm. Euh, pour la faire courte, en fait, j'ai commencé sur le web en partageant mon aventure de voyage parce qu'à Mhm. l'époque, en fait, quand j'ai quitté mon job et je suis parti en voyage aux Philippines tout seul. Et comme je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, je vais documenter mon voyage, tout simplement. Je vais partager mon voyage, partager mes expériences. Et puis, donc, j'ai commencé comme ça en faisant des vidéos sur YouTube de voyage. Et petit à petit, les gens m'ont demandé des conseils Mm. de voyage d'abord. Et puis, petit à petit, comme je ne parlais pas que de voyage, j'amenais aussi une touche développement personnel, spiritualité, Oui. etc. Les gens qui me suivaient et qui aimaient mon travail me demandaient aussi des conseils de développement personnel, de spiritualité, etc. Et donc, petit à petit, je me suis orienté vers une activité de formateur. Donc, pour le voyage, déjà, c'est qu'il y a une demande là-dessus. Il y a des gens qui ont besoin de conseils pour se lancer, pour voyager. Donc, j'ai créé des formations sur le voyage au début. Et puis, par la suite, je me suis lancé dans une activité de formateur en développement personnel, D'accord. qui est ce que j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est ce que j'ai fait le plus longtemps. Mhm. Et puis, il y a 6-7 mois, j'ai eu un déclic. Tu sais, moi, je fonctionne beaucoup au déclic. Enfin, Ouais. comme tu vois, Bien. tu fais un truc et puis tu Mm. découvres quelque Les chose et tu choses. changes complètement de Mm. vision. Et il y a 6 mois, grosso modo, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aspirais pas à devenir coach, formateur en développement Ouais. personnel, que c'était pas ça que je voulais faire. Mais pendant ce chemin, j'ai développé beaucoup de compétences en marketing et j'ai développé une activité qui me permettait d'avoir une crédibilité pour Mm. enseigner ça aux gens, si tu veux. D'accord. Et je me retrouve beaucoup plus dans l'enseignement du marketing pour différentes raisons. Ce serait assez long de t'expliquer, mais je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Ok. Et la mission d'enseigner la liberté en fait aux gens finalement, Mm. tu vois. Oui. C'est une mission qui m'anime beaucoup. Je n'ai jamais vraiment su ce que c'était ma mission de vie, mais je crois que je suis pas le genre de personne qui en a qu'une, tu vois. J'ai pas de Mm. mission de vie, de vocation, d'appel. Mais du coup, quand t'as pas de vocation, tu peux te trouver quand même des missions et enseigner la liberté aux gens, c'en est une. Est-ce que je ferai ça toute ma vie? Je sais pas, Mm. mais pour le moment, c'est une mission qui m'anime beaucoup. D'accord, donc en fait, enfin voilà, on va dire que tu as commencé euh, par ce qui te semblait le plus en adéquation avec ta situation actuelle, donc commencer à documenter ton voyage, et puis ensuite tu as répondu à tes premiers clients et à ton audience, et là tu as répondu à un besoin, et puis après on peut dire que tu as commencé plus à t'aligner avec ce que tu avais envie toi de faire et qui Exactement. te correspondait davantage. Exactement. Ouais. Ouais. Et J'ai évolué à mesure que mes compétences ont évolué ouais, et je me suis collé effectivement à ce que les gens attendaient de moi en fait. mm. Et tu penses que, enfin, moi je suis tout à fait convaincue par ce chemin-là et le fait de dire de passer par plusieurs étapes pour arriver à trouver notre truc, même si on n'a pas qu'un seul truc dans la vie, effectivement. Mais je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être une bonne idée de commencer déjà par faire quelque chose en lien avec ce qu'ils peuvent faire déjà dans leur situation et puis ensuite répondre à des besoins et s'aligner en fonction.
de ça. C'est tout à fait ça. Tu sais, il y a quelques jours, je discutais avec un ami à moi qui est marketeur aussi, que j'ai rencontré sur Bangkok récemment. C'est devenu un bon ami, on s'appelle souvent, et on parlait justement de ça, du fait que finalement, lui comme moi, on conseille toujours à nos clients de faire un gros travail sur le positionnement le plus tôt possible et de trouver un positionnement hyper précis. Et qu'en fait, c'est bien quand tu sais ce que tu veux faire, mais pour tous les gens qui savent Oui, pas vraiment ce qu'ils veulent faire, plutôt que de chercher à tout prix à trouver un positionnement tout de suite, bah en fait, comme tu le dis, juste faire des choses, mm, essayer des choses, voir ce à quoi le marché réagit ou pas, voir ce que toi tu aimes faire ou pas, oui, et trouver petit à petit ce que tu veux faire, ton positionnement, etc. de cette façon-là, plutôt que parce que je connais plein de gens finalement qui perdent des mois à se creuser la tête. Mon c'est ça. positionnement, etc. Mathématiques, c'est quoi? Et pendant ce temps-là, ils font rien en fait. Donc, exactement comme tu le dis, autant faire des choses et s'adapter sur la route, quoi. Voilà, et je pense que voilà, c'est aussi c'est ça qui est intéressant, le lien entre entrepreneuriat et voyage, c'est une remise en question, une découverte aussi au fur et à mesure. Ouais, Finalement, je pense que c'est pas peut-être pas rester focalisé sur moi, je suis bon là-dedans, mais finalement, enfin, je sais que par exemple, moi j'aime écrire, mais en faisant des podcasts, je me suis rendu compte que les gens aimaient bien, que je passais bien au podcast. Donc voilà, c'est ça ouais. aussi qui est sympa, voilà, sur le chemin. Et je pense qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent que déjà, il faut pas qu'ils aient cette pression de se dire il faut que je fasse ça ou je peux changer aussi. C'est exactement ça. C'est ce que j'explique tout le temps à mes clients, à mon audience, à ma communauté, c'est que heureusement, on n'est pas enfermé par ses choix. Heureusement, on peut changer. Heureusement, la vie, c'est des phases et l'entrepreneuriat, c'est aussi des phases. Tu peux faire un truc 2 ans, changer complètement, te réorienter. Évidemment, c'est mieux si tu as une consistance sur la durée. Mais tu peux avoir un fil conducteur et pour autant tester plein de trucs et rajouter de nouvelles choses, etc. Tu n'es pas obligé d'être directement, d'avoir tout de suite le bon chemin, la bonne voie. Il y a très très peu de gens finalement Mm. qui tout de suite partent sur la bonne route, quoi. C'est un travail, c'est une quête sans fin en fait, j'ai envie de Oui. te dire. Et justement, tu parlais tout à l'heure du fait entre être coach et plus donner des cours, plus être formateur. Quelle différence tu fais entre du coaching et plus de la pédagogie, de la formation? Euh, le coach va avoir en plus, le coach va avoir un vrai travail à faire sur le côté, sur la partie émotionnelle des gens, qui Mm. est une grosse problématique pour beaucoup de gens. Oui. Un vrai travail à faire sur la partie mindset, sur les croyances des gens, sur la façon de voir le monde des gens. Sur, tu vois, il y a tout ce travail-là, là où le formateur va plus enseigner finalement des méthodes, des stratégies, Mm. mais va pas avoir ce travail finalement émotionnel, psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est dur dans une formation. Enfin, tu vois, c'est du cas par cas. Tu peux faire ça Ouais. que en one-to-one avec les gens. Tu peux pas travailler sur l'émotionnel, etc. des gens dans une formation préenregistrée. C'est pas possible. Donc, le travail du coach, ouais, je pense que c'est vraiment de faire ce travail-là, plus que de donner des méthodes ou des stratégies, en fait. Et pareil, Mm. je parlais de ça aussi récemment avec un autre ami, Mm. et qui me disait justement, un coach qui te promet un résultat en 3 mois, par définition, c'est un mauvais coach. Mm. Pourquoi? Parce que c'est un coach qui va te donner des méthodes, des stratégies, des tactiques pour aller vite. Alors qu'un vrai coach, c'est quelqu'un qui va créer le terrain mental et émotionnel et qui va t'amener la bonne façon de voir les choses, etc., qui va générer des déclics chez toi. Ça, c'est un bon coach. Et ça, c'est un travail qui se fait à long terme. C'est pour ça Mm. que le coaching, prends mon coaching et dans 3 mois, tu as un business Ouais. qui cartonne, c'est une connerie, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur du one shot, on est sur du long terme Exactement. voilà, et pour tout ça, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et, euh, et voilà, enfin, la réussite en 3 mois, ouais, j'y crois pas trop non plus. Mm. Ben non. Ouais. Ok. Ensuite, ouais. Est-ce que, bon, j'imagine que tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu penses que le fait de s'entourer
de faire. Je ne sais pas si tu fais partie de groupes de mastermind ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu es plus dans les rencontres ou plus vraiment dans du business pur? Comment tu gères un peu l'entourage et ton écosystème? Ouais, moi, ouais, clairement, ça m'a beaucoup aidé les rencontres que j'ai pu faire. La plupart des déclics que j'ai eus, c'est des rencontres qui me les ont amenés. Euh, J'aurais clairement pas pu réussir, entre guillemets, à atteindre le petit niveau de réussite que j'ai aujourd'hui si j'avais pas fait les rencontres que j'ai fait, si j'étais resté dans mon environnement. Ouais, c'est nécessaire de s'entourer de gens pour qui ce que tu veux faire, bah, eux, c'est leur normalité, quoi, tu vois. C'est leur vie de tous les jours. Déjà, ça te permet de, de, de dédramatiser un petit peu le truc, tu vois, de dédramatiser un petit peu l'objectif. Et ça te permet de voir que les gens qui y arrivent sont des gens aussi normaux que toi et moi. C'est pas des surhommes, c'est pas des gens incroyables. Et puis, ça te permet aussi de calquer leur manière de penser, de voir les choses. Tu vois, j'ai beaucoup observé les gens, des gens qui m'inspirent, avec qui j'ai eu la chance de passer du temps, que j'ai beaucoup observé. Ça m'a énormément appris. Après, ça ne veut pas dire que j'utilise exactement les mêmes méthodes, etc., qu'eux aujourd'hui, mais c'est vraiment en termes d'état d'esprit que tu fais des trucs, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est nécessaire de s'entourer d'entrepreneurs. Après, pas que, tu vois, parce que c'est un petit monde. Il faut savoir en sortir aussi de ce petit monde. C'est un petit monde, c'est un jeu avec ses codes, avec ses règles, etc. Et je pense que c'est bien de connaître ce monde, c'est bien de le comprendre, mais c'est bien de savoir faire son chemin en dehors. Et c'est pour ça que tu me demandais si moi j'étais dans des masterminds, etc. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas, dans le sens où j'ai vraiment envie de faire mon chemin en dehors de tout ça et de ne pas rentrer dans tous ces codes. Donc voilà. Mais oui, s'entourer. Oui, je pense que l'équilibre aussi, il est important d'avoir à la fois ses sources d'inspiration, ses mentors, entre guillemets, mais aussi de ne pas laisser sa vraie vie personnelle ou, voilà, ou autre chose, ses propres sources d'inspiration. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Est-ce que tu peux me dire un peu, toi, quelles ont été tes sources d'inspiration ou les personnes qui t'ont inspiré Ouais. Alors en fait, moi, mes toutes premières sources d'inspiration, j'y pensais récemment, ça semblait bizarre, mais c'est les rappeurs. Moi, mes toutes premières sources d'inspiration. Depuis très jeune, j'écoute du rap. Et récemment, je faisais le lien. Je me suis dit, c'est sûr que toute la quantité de rap que j'ai écouté, c'est sûr que ça a planté des graines dans mon cerveau. Tu sais, dans le rap, il y a un message très anti-système, très faire les choses soi-même, self-made man, etc. Tu vois. Et je suis certain que tout ce rap que j'ai écouté a planté des graines dans mon cerveau et a été une inspiration qui m'a poussé à être qui m'a poussé à vouloir sortir des cases et faire mon propre truc. Donc franchement, c'est mes premières inspirations. Après, en termes de web entrepreneur, moi, le tout premier qui m'a fait découvrir ce monde à l'époque, c'est Olivier Seban. D'accord. Parce que je m'intéressais à l'immobilier et je suis tombé sur lui et c'est lui qui m'a fait découvrir le monde de l'infoprenariat. Et le deuxième qui m'a inspiré et grâce à qui je me suis lancé, j'ai lancé mon truc, c'est Antoine Blanche-Maison. Moi aussi. Que j'ai rencontré depuis. Et toi aussi, ouais. Et à l'époque, c'était une question d'ego, si tu veux. À l'époque, le voir faire le malin sur les plages des Philippines avec sa caméra et dire qu'il gagnait de l'argent comme ça, tu vois, moi, j'étais serveur, j'étais sur ma terrasse, je galérais et je me disais, attends, et c'est pas possible que lui, il a 5 ans de moins que moi, c'est pas possible que lui, il y arrive et que moi, je galère, tu vois. Donc, il m'a beaucoup inspiré à l'époque, avec des gens comme Jean Rivière également qui m'ont inspiré. Et voilà, après, j'ai pas vraiment de mentor. Moi, c'est mon truc à moi. Comme je suis quelqu'un qui aime le changement, la nouveauté, etc., j'arrive pas à coller à quelqu'un très longtemps. Du coup, je vais de découverte en découverte. Et je suis pas un consommateur de contenu très fidèle, en fait. Tu vois, je change énormément. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, justement. Ouais.
À chaque fois, je découvre un mec, j'ai un déclic, je le suis pendant 3 mois et après, je passe à autre chose, quoi. Mais j'évolue de cette façon-là, en Ouais. fait. Et finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est un condensé de toutes ces personnes qui m'ont inspiré, je pense. D'accord. C'est Ouais, ça donc ce qui que est, j'allais ça te qui est bien. demander, c'est dans tes formations et dans les conseils que tu donnes aujourd'hui, voilà, est-ce que tu fais ton condensé? Est-ce que tu considères que c'est ta méthode est personnelle et puis c'est tout? Enfin, Mm. j'imagine qu'il y a quand même, voilà, il y a les influences qui viennent et puis après, il y a ton expérience à toi. C'est un mélange de tout. Ouais. Là, j'ai plus de formation en ce moment dans mon catalogue, justement parce que je, alors moi j'ai un problème, c'est quand je crée quelque chose, souvent 6 mois plus tard, je déteste ce que j'ai créé, je trouve que c'est nul et j'ai envie, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Pareil. Donc toi aussi, ouais. Un peu, ouais. Donc je supprime régulièrement ce que je crée et en ce moment là j'ai plus de formation du tout au catalogue et je suis en train de travailler sur un nouveau truc qui là est vraiment, je pense pour la première fois, ma méthode à 100%, qui bien sûr a des inspirations Oui, d'un oui, peu oui. partout, qui est basé sur mes expériences. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je fais ça. J'ai quand même essayé plein de trucs et j'ai beaucoup de retours d'expérience personnelle. Et ouais, tout ce que j'ai découvert, etc., là, ce sera vraiment ma méthode, mon truc. Et je suis hyper fier de ça. C'est en préparation. Oui, parce que après, voilà, en essayant différents projets, on a plus de recul. Il faut aussi, ça se passe, on peut pas, je pense, on peut pas directement anticiper les choses. Tant qu'on n'a pas fait un premier, un deuxième projet, c'est pas du tout la même, voilà, C'est c'est une le même certitude. résultat et Excuse-moi, ouais, pas de souci. je suis en train de mourir. C'est une certitude. C'est pour ça que tu vois jamais ou très très rarement des gens qui arrivent sur un marché, qui sont nouveaux et qui font un truc incroyable et qui explosent le marché. Euh, Quand des gens retournent un marché avec un truc complètement nouveau et différent, même si tu les as jamais vus, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est des gens qui sont là depuis des années et des années, mais tu les voyais pas parce que Mm. ça se voyait pas leur travail parce que Ouais, ça ouais, marchait ouais, pas. ouais. Mais il n'empêche que ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils ont essayé des trucs qui n'ont pas marché certes, mais pendant ce temps-là, ils ont acquis de l'expérience Mm. et surtout une compréhension du marché, une compréhension des enjeux du marché, une compréhension des clients, de ce qu'ils veulent, etc. Et ça, c'est un truc que tu peux pas l'avoir quand tu viens de débarquer. Ça prend des années de développer ça. C'est pour ça que c'est un jeu qui se joue sur le long terme. C'est pour ça que tu peux pas faire quelque chose en 3 mois, en 6 mois, c'est pas possible. Tu vois, faut arrêter de se mentir. C'est déjà pour développer tes compétences à toi, Mm. ça prend du temps. Et en plus, développer la compréhension du marché et tout, ça prend super longtemps. Il n'y a pas d'autre façon de le faire que l'expérience, en fait. Il n'y a pas de Mm. raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Donc, tu vois, pour tes clients, on va dire, ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui restent persistants, qui s'accrochent. Est-ce que tu en vois qui explosent d'un coup et puis après qui retombent? Quels sont un peu les... Euh, ouais, il y a toujours des contre-exemples. Là, j'ai un des clients de mes formations qui est en train de faire un bon carton sur YouTube. Il monte vite et il va aller loin. Mais c'est extrêmement rare, tu Mm. vois. Mais il y a toujours des exceptions. Lui, il a trouvé son truc, il a trouvé une petite brèche, il s'est Ouais. initié dedans et ça marche pour lui, tu vois. Mais c'est super rare. Lui, il a trouvé super vite, il est super jeune et il n'y a quasiment pas d'expérience. Mais ça arrive jamais en vrai. Ça arrive jamais. Mm. C'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, je travaille de moins en moins en consulting avec des tout débutants, tu sais, parce que c'est D'accord. très dur de travailler Ouais. avec des tout débutants. Et en vrai, bah, tu vois, si tu fais, moi je fais des accompagnements sur 3 ou sur 6 mois. Je vais lancer des trucs sur 1 an bientôt, mais 3 à 6 mois, quand les gens sont tout débutants, Mm. c'est très Oui. compliqué d'avoir des résultats en 3 à 6 mois. En 3 à 6 mois, tu as à peine le temps de renverser leurs croyances, de les faire switcher, de développer leurs compétences et tout, mais tu n'as pas le temps de créer un business, quoi. Pas... Donc, quels sont pour toi les, entre guillemets, les prérequis et quelqu'un qui sera déjà avancé, quelle différence tu fais entre le tout débutant et une personne qui est déjà avancée sur le chemin? C'est-à-dire qu'elle a déjà le mindset, mais pas la méthode Euh, Bah, si ou tu est-ce veux, elle a dépassé certains paliers financiers ouais, déjà c'est bien quand.
quand quand la personne a déjà une certaine sécurité financière qui lui Ouais, permet d'assurer ses besoins. Parce qu'avant ça, tu es dans l'urgence, tu es dans les c'est décisions ça. émotionnelles, Ouais. et c'est dur de mettre en place des vraies stratégies à long terme. Moi, j'aime pas travailler, je suis pas un mec de hacks, de petites techniques, de petites Non. astuces de référencement de machin, c'est pas mon truc, quoi. Je crache pas sur les gens qui font ça. Moi, c'est pas ma façon de travailler. Et c'est vrai que quand quelqu'un vient et qui te dit bah, je suis pris à la gorge, si je gagne pas ma vie dans les 5 mois, je suis foutu. Ah, c'est chaud, non, vraiment. Donc c'est pour ça, ouais, quelqu'un qui a au moins une base, qui Mm. gagne au moins de quoi vivre, quoi, Ouais. et qui puisse se focaliser l'esprit libre sur des stratégies à long terme, créer des systèmes qui vont rester dans le temps, etc. Et justement, parce que moi je suis un peu dans cette situation, c'est voilà, une fois qu'on a, on va dire, cette sécurité, quel conseil tu donnes pour franchir de nouveaux paliers, pas rester stagné dans un niveau, on va dire, intermédiaire? Alors ça, c'est toute la problématique, parce que effectivement, moi j'y suis resté longtemps, j'ai longtemps stagné à un palier, parce que tu as ce palier qui est ton niveau de vie. Mm. C'est-à-dire, tu gagnes ta vie, c'est un premier palier. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller chercher plus loin? C'est une question que je me suis longtemps posée. Ouais, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Il faut. Alors, c'est là que tu as la force de l'environnement. Vraiment, traîner avec des gens Mm. qui gagnent 10 ou 20, 30 fois ce que tu gagnes, ça aide beaucoup psychologiquement. Je t'invite à te fixer des, 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 des gros objectifs, mais des objectifs qui soient vraiment concrets, tangibles. Ouais. Euh, Tu vois, tu veux t'acheter un truc en particulier, tu vas te fixer des gros objectifs. J'ai pas d'exemple là à te donner, mais de fixer des gros objectifs à assez court terme, tu vois, pour te Mm. forcer à mettre en place les trucs qui vont te permettre de dépasser ça. Après, c'est souvent une question encore une fois, de mental, quoi, tu vois. Je sais que j'ai beaucoup de gens dans ma communauté, on en parle régulièrement, qui me disent qu'une des problématiques, et c'est le statut d'auto-entrepreneur, tu sais. Oui, oui, Je ne sais pas si toi, tu es encore oui, auto-entrepreneur aujourd'hui. oui. C'est un statut qui est problématique. C'est un statut qui est très bien quand tu te lances et qui a beaucoup d'avantages fiscalement, etc. Mais c'est un statut qui est problématique dans le sens où ta société et toi, vous êtes deux personnes confondues, c'est-à-dire que vous Oui. êtes une seule et même personne. Mm. Ton argent, c'est l'argent de ta boîte et l'argent de ta boîte, c'est ton argent. Et tu ne vois pas ta société comme un système, comme une entité à part de toi-même, Mm. si tu veux. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui passent un vrai palier quand ils créent leur boîte, parce qu'ils se Ouais, mettent à voir leur boîte comme une vraie entité sur laquelle eux, ils viennent travailler comme des intervenants. Ils tout à fait. travaillent, tu vois, ils travaillent pas ils travaillent sur leur boîte et pas dans leur boîte. Tu vois la nuance Ouais, entre ouais, les ouais. deux. Mm. Et quand tu te mets à voir les choses comme ça, en fait, tu te rends compte que c'est un système que tu crées, tu as des leviers à actionner pour augmenter différentes parties de ce système. L'output, la sortie de ce système, c'est l'argent que tu gagnes. Et le fait de voir les choses comme un système et non pas, tu sais, tu n'es pas en train de jouer ta vie, tu es en train de jouer sur un système. Tu joues à un jeu, tu joues pas ta vie. Ça change tout déjà Mm. et ça aide à passer les premiers paliers. Après, la meilleure façon de péter des paliers, c'est de le faire une fois. C'est pour ça que je te dis de te poser des gros objectifs à court Oui. terme. Parce que le premier mois, tu fais un mois à 10 000 euros, tu te rends compte que tu en es capable, tu te rends compte que ce n'était pas si compliqué que ça, tu te rends compte que c'est possible. Et du coup, ça devient ta nouvelle réalité, tu vois. Tu franchis un nouveau truc dans ta tête, un nouveau. Oui, Tu vois encore ce une que je veux fois, dire? c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, on va faire et puis on va se rendre compte que c'est possible, donc après on va passer à un autre palier et tout ça, c'est un Mais, cercle vertueux. mais tant que tu l'as pas fait, Voilà. même si tu sais qu'il y a des gens qui le font et tout, tant que C'est toi ça. tu l'as pas vécu, que tu l'as pas ressenti, il y a toujours un truc dans ta tête qui te dit ouais, mais en fait c'est pas pour moi, tu vois. Donc, il faut vraiment le vivre une première fois. Et pour le vivre une première fois, ouais, bah, il faut charbonner Faut comme y un fou, aller. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et justement, je pensais, quel conseil tu donnerais aux personnes qui disent oui, mais moi j'en sais rien, moi je suis un peu seule au fond de ma campagne, je sais pas. Et comment je vais toucher justement ces gros entrepreneurs pour commencer comment je vais rentrer dans la brèche, quoi.
Comment je vais me mettre en relation avec eux, Oui, tu veux dire? ouais. Pour, Comment t'as ouais. fait toi pour toucher voilà, des personnes dans le milieu? Alors, je... Alors moi, j'étais pas au fin fond de la campagne, déjà. Donc, je peux pas parler pour un petit au fin fond de la campagne. Euh, Maintenant, il faut vraiment comprendre que les entrepreneurs, même s'ils sont très avancés et qu'on a l'impression que, tu vois, qu'ils sont inaccessibles, ils sont beaucoup plus accessibles que ce Oui, qu'on pourrait penser. c'est C'est-à-dire, très souvent, tu leur envoies un message, ils répondent. Pas tous, mais très souvent. Moi, pour un des épisodes d'autopsie que je voulais enregistrer, j'ai contacté un type qui est un des types qui est dans notre milieu, qui a une des plus grosses audiences sur YouTube. Il n'est pas encore passé, donc tu ne peux pas d'accord. savoir qui c'est, mais Ok. je l'ai contacté. Le mec, en ce moment, à ce moment-là, il fait une vidéo par jour, des vues qui font énormément, des vidéos qui font énormément de vues, donc il a énormément de messages à traiter, de trucs. En plus, c'est des vidéos vraiment qualitatives avec du gros montage et tout. Il y a une équipe à gérer, etc. Tu dis, le mec, il est débordé, il va jamais me répondre. Je t'assure, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Il me connaît ni d'Ève ni d'Adam, il m'a Ouais. jamais vu, tu vois. Mm. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. 5 minutes après, j'exagère pas, 5 minutes après, il me répondait en me disant ouais, vas-y, je suis chaud, franchement, enfin, tu vois, mais vraiment trop sympa, Super, quoi. super. Génial. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on le croit. Mm. Les gens sont contents de, tu vois, déjà les entrepreneurs. Ah non, je vais pas te dire que par définition, les entrepreneurs sont des gens bien. Mais par définition, les entrepreneurs, je pense, sont des gens assez ouverts d'esprit et qui sont assez avenants et qui aiment les connexions avec les L'échange. gens et, Ouais, tu vois, qui aiment l'échange, exactement. Donc, faut pas hésiter, faut foncer, quoi. Même si tu es au fond de la campagne, un beau jour, tu prends la liste de toutes les gens qui t'inspirent, c'est tu leur ça. envoies tous un mail et il y en a plein qui vont te répondre. Ouais, et voilà, comme pour avec ton podcast ou pour moi, pour ma chaîne, enfin voilà, tu dis exactement ce que je pense en ce moment, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, avec le web, c'est incroyable comment on peut toucher les gens aujourd'hui. On n'en est plus à envoyer des courriers par la poste. Enfin, Non, pas voilà, du tout. en un message sur Instagram, bah, tu as touché une super personne. Ouais, Clairement, ouais. donc Clairement. faut y aller, quoi. Mm. Ouais, faut foncer. Bon, ça fait un peu peur au début, mais c'est vachement enrichissant, quoi. Ouais. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le, dans le dur, parce que je voulais vraiment que tu nous parles du copywriting, qui est Ouais, vraiment là en pleine ascension. Et ouais. pour ceux que ça intéresse, l'écriture de vente, c'est très demandé et ça peut vraiment être un, un métier pour travailler à distance, etc. Donc, je veux bien que tu nous Mhm. parles de ton expérience là-dessus. De mon expérience dans le copywriting, Ouais. euh, c'est vague, tu peux préciser? Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Comment tu l'as appris? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme service autour de ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans? J'ai toujours aimé écrire depuis que je suis tout gosse. Euh, je, j'ai été poussé là-dedans tout simplement parce que j'avais des produits à vendre dans mon activité, que j'avais besoin de les vendre, quoi. Et donc, c'est le besoin, en fait, qui m'a poussé à apprendre cette compétence. Et mêlé au fait que j'aimais écrire, ça Oui, matchait bien. Après, aujourd'hui, j'ai beaucoup changé de position sur le, sur le d'accord. copywriting. Ok. Euh, alors, le copywriting, c'est une compétence qui repose sur des principes fondamentaux, qui sont des principes éternels, qui ne mourront pas, Mm. des principes psychologiques, des principes émotionnels, des principes qui sont des principes qui s'éteindront pas. Par contre, le copywriting, comme on le voit aujourd'hui, comme la majorité des gens le pratiquent, euh, le problème avec ça, c'est que finalement, comme tu le dis, en fait, c'est une tendance. Oui, Tu l'as très bien dit. C'est une tendance. Et le problème dans une tendance, c'est que tout le monde se copie. Et comme tout le monde se copie, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'en face, les prospects deviennent habitués à un style d'écriture, à une façon de vendre, à une façon de faire les choses. Et du coup, toutes ces personnes qui se copient et qui copient le même copywriting que les autres, etc., se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux. Mais en fait, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que ça sent qu'ils sont en train de ouais, suivre des structures, des méthodes, des machins qui sont pas naturels dans leur copywriting. Finalement, le copywriting, pour moi, c'est deux choses.
La première chose, je ne vais pas être très original, mais parce que c'est vrai, c'est la connaissance de ton client idéal, tout simplement. C'est la connaissance de ce que les gens veulent, de comment ils vivent, de ce qui les attire, de ce qui les excite, de ce qui leur fait peur, etc., etc. La deuxième chose, à mon sens, c'est ta capacité à sortir des codes, justement, et à faire un copywriting, comme moi je l'appelle, avec les tripes, c'est-à-dire à faire transparaître ton unicité, ta personnalité dans ton message, dans ta façon d'écrire, et à te détacher des façons d'écrire vues et revues en ce moment, là, qu'on voit partout, tu vois. Vraiment, c'est quelque chose, moi, j'ai envie de crier ce message haut et fort à chaque fois que je vois un nouvel apprenti copywriter qui copie exactement les mêmes formulations de phrases, le même ton, etc. C'est grillé, ça marche plus, c'est terminé. Il faut faire les choses à sa sauce. Il faut se détacher le plus vite possible des méthodes et des structures pour créer son propre style. C'est ça la clé d'un bon copywriting, à mon sens, marié encore une fois à une bonne connaissance de ton client idéal, à une bonne connaissance des principes fondamentaux, savoir sur quel levier appuyer, etc. Et est-ce que tu as des sources pour apprendre le copywriting? Quel type de clients aujourd'hui ont ce type de besoin, brièvement? Et quelle est un peu l'évolution pour toi du marché si on n'est pas dans la copie, justement, de toutes ces pages de vente qu'on voit et qu'on revoit? Alors, c'est trois questions en une. La première, pour se former, vraiment, il n'y a pas de secret. Il faut bouffer des pages de vente, Mais moi, je te conseille. Je ne sais plus qui disait ça. Je pense que c'est Nassim Nicolas Taleb qui disait que ça ne sert à rien de lire des livres qui ont moins de 10 ans. Ça te parle? Oui, tout à fait. Donc, vraiment, aller chercher chez des vieux copywriters, tu vois, des vieilles pages de vente, etc. Parce que vraiment, les principes sont toujours les mêmes, la façon d'écrire, etc. est plus la même, mais les principes sont toujours les mêmes. C'est les principes que tu dois chercher à comprendre, les fondamentaux. Qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui amène un client petit à petit à te faire confiance, à croire en toi, à croire en ton produit et à avoir une incentive suffisante pour l'acheter, tu vois. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième question, c'était… Quel type de client, quelle est l'évolution un peu du marché? Quel type de client? Tout le monde a besoin de copywriting, que ce soit les business physiques ou les business internet, que ce soit en B2B, en B2C. Dès que tu as un produit à vendre, finalement, tu peux le copywriter et le vendre mieux avec un copywriting bien travaillé. Enfin, donc, il n'y a pas de… ça peuvent être vraiment tout le monde. C'est vrai que nous, on est dans ce milieu de formateurs, de coachs, de machin, donc on a tendance à voir un petit peu que ça. Mais il y a du copywriting en e-commerce, il y a du copywriting en commerce physique, il y a du copywriting en grande distrib, il y en a partout, en fait, du copywriting. Et puis, l'évolution, je ne comprends pas bien la question que tu veux me poser. De dire, est-ce que ce sera un besoin qui va rester vraiment sur le long terme? Bon, oui, tellement c'est varié, ça semble évident, mais est-ce que il y aura des évolutions? Parce que moi, je m'y connais plus en rédaction web SEO, donc je vois un peu les évolutions qui peuvent y avoir. Est-ce que tu penses qu'on va vraiment rester sur des principes longtemps sur le copywriting, ou est-ce qu'il y aura aussi des évolutions de technique? Moi, je pense que ça va beaucoup évoluer. Je pense que seuls les meilleurs copywriters resteront. Je pense que c'est une vague, encore une fois. C'est une mode, comme toutes les modes, ça va s'éteindre. Maintenant, le besoin en copywriting sera toujours existant, mais seuls ceux qui comprennent vraiment le truc et qui le font vraiment de manière qualitative pourront rester, je pense. Ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Après, en termes, on a parlé d'inspiration, ça c'est bon. En termes de plus de toi, aujourd'hui, ton organisation dans ton activité, ton slogan, je crois, c'est comment attirer viscéralement des clients qui te ressemblent. Quel est ton positionnement par rapport à ça? Quel est ton process et ton organisation au quotidien et par semaine? Moi. J'aime bien parce que tu fais plusieurs questions en une. Oui, parce que j'essaye de regrouper un petit peu, donc… Pas de souci. Là, la première question, du coup, c'était le positionnement. Oui. Moi, je suis vraiment dans une dynamique où
mon truc à moi, c'est de créer une expérience, un univers dans lequel tu vas créer une vraie connexion, une vraie relation de confiance avec les gens avant de leur vendre quoi que ce soit. Et tu vas créer en fait tout un système qui est fait de telle manière que les gens vont être naturellement attirés par toi et par ton produit, par tes services, et vont naturellement avoir envie de l'acheter, plutôt que de le pousser à coups de techniques de persuasion, de machin, à le pousser à coups de techniques de vente agressive, etc., à acheter ton produit chez toi. Pour moi, la vente, elle se passe longtemps avant la vente, en fait. Il y a tout un Oui. travail avant la vente de création de relations, etc., sur lequel je trouve qu'en francophonie, du moins, on travaille beaucoup trop peu. Je connais peu de personnes qui travaillent vraiment, vraiment bien ça. Il y en a, mais j'en connais peu. Et le système que moi, je veux importer en France, et à ma sauce, hein, mais je connais personne qui le fait en francophonie. C'est vraiment un système qui te permet comment dire, en fait, il y a une phrase qui résume bien ça, qui est une phrase moi, qui m'a fait un gros déclic quand je l'ai lu. C'est que le marketing rend la vente superflue quand il est bien fait. Le marketing, c'est tout ce qui se passe avant la vente. Et si ton marketing est bien fait, tu as juste à informer les gens que ton produit existe et ils l'achètent. Tu n'as pas besoin de pousser ton produit. Tu n'as pas besoin de faire des compteurs qui clignotent pour que tu l'achètes maintenant tout de suite, tu vois. Parce que les gens ont besoin, veulent ce produit et te font confiance, donc ils l'achètent. Moi, je travaille sur ça, sur l'avant-vente en fait. Et sur la pré-vente aussi, parce que finalement, pour créer des clients qui reviennent sur le long terme, qui achètent le produit, qui parlent de toi, etc., évidemment qu'il faut, après la vente, avoir une expérience utilisateur qui soit impeccable, faire vivre une expérience aux gens, en fait, tout simplement. Ça, c'est vraiment le travail que je suis en train de faire sur Marketing Viscéral en ce moment. Alors, là, au moment où on enregistre cette interview, la version du site est une version vraiment bêta qui n'est pas du tout la version finale. Mais peut-être qu'au moment où les gens écouteront cette interview, la version finale sera en ligne. Donc, l'interview ne sera pas en ligne tout de suite, donc peut-être à surveiller. Ah bah peut-être, super. Donc vous irez voir si, si c'est bon. Ouais, voilà. Et après, ta deuxième question, c'était sur l'organisation, il me semble. Oui, toi, ton organisation au quotidien, comment tu gères tes journées, ton business? Ouais, bah c'est en fait, je vais te répondre assez simplement. J'ai pas du tout d'organisation. Je suis le mec le moins discipliné au monde et pendant longtemps, j'ai voulu me battre contre ça parce que je regardais des vidéos comme tout le monde, hein, de Gary Vaynerchuk, de machin, qui t'expliquent qu'il faut être discipliné à fond, être charbonné 15 heures par jour. Et puis j'en ai eu marre de me battre contre moi-même en fait. Et j'ai décidé de m'accepter tel que je suis. Je suis pas quelqu'un d'organisé et j'ai pas envie de l'être en fait finalement. Donc évidemment, il faut être un minimum discipliné. Évidemment, il faut avoir une récurrence, etc. Maintenant, le meilleur moyen pour moi d'être discipliné, c'est d'aimer ce qu'on fait. En ce moment, j'adore ce que je fais, donc c'est facile. Mais j'ai pas de structure, de machin. En fait, je me réveille quand je veux. Le seul truc récurrent, c'est que je travaille que le matin. Parce que je suis plus créatif le matin et le soir, c'est impossible pour moi de bosser. Ouais, moi, c'est exactement la même chose. Je suis plus productive le matin. Ouais, c'est vrai. Ouais, et en fait, finalement, il faut arriver après à se décomplexer avec ça, de respecter son rythme. Et bah, si on n'est pas productif le soir, ben voilà, c'est comme ça. Ouais, il faut apprendre à se connaître tout simplement, quoi. Plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est ça, je pense qu'il faut bien respecter sa personnalité et oui, apprendre à se connaître aussi. Tout ça, c'est le côté développement personnel de l'entrepreneuriat. C'est super important. C'est hyper important. C'est hyper important. Et parce que quand tu sais pas vraiment qui t'es, en fait, bah, tu essayes de devenir l'image de l'entrepreneur parfait qu'on voit sur les réseaux. Mais tu n'es pas heureux de cette façon-là, vu que c'est pas toi, finalement. Donc, toute la difficulté, mais aussi ce qui est marrant là-dedans, c'est que, et surtout dans nos activités à nous, enfin, on fait pas exactement la même chose, mais on est un peu dans le même délire. On a vraiment la chance de pouvoir se créer des business sur mesure, en fait, qui s'adaptent à nous. Donc, donc autant le faire à fond. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui tu rencontres certaines difficultés
et pistes d'amélioration. Enfin, tu sais qu'il y a encore des pistes d'amélioration que tu voudrais. Où est-ce que tu en es aujourd'hui entre tes difficultés, tes pistes d'amélioration, ton équilibre entre tout ça? Est-ce que il y a encore des choses vers lesquelles tu tends? Ouais, il y en a, il y a plein de choses. Je voudrais, euh, je voudrais être plus, comment dire, être plus sage, tout simplement, la Mm. sagesse. Mais tu vois, je suis encore, pour certaines choses, je pense que je suis assez mature pour mon âge. Pour plein d'autres, je suis encore un gosse. Et, et je pense qu'il faudra bien que je grandisse un jour. Mais j'aimerais bien aussi être plus productif. C'est vrai, je suis pas assez productif. J'arrive pas à travailler plus de 4 ou 5 heures. Hello. Plus de 4 ou 5 heures par jour. J'y arrive pas. Si j'étais capable de le faire, j'avancerais beaucoup plus vite. Euh, je- Et pour autant, ça t'empêche pas de faire ce que tu fais. Et voilà, donc. Ouais, je le fais à mon rythme. Je le fais à mon rythme. Mais parfois, c'est un petit peu frustrant parce que si tu veux, aujourd'hui, je suis dans une situation dans laquelle je pensais vraiment jamais arriver dans ce genre de situation, c'est que j'ai trop d'idées. Moi, quand j'ai commencé, mon problème, c'est que j'avais pas assez d'idées. D'accord. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup trop. Et comme j'ai beaucoup trop d'idées, Mm. et en fait, et que je suis pas assez productif, bah, j'arrive pas à toutes les faire. Et donc, ça me frustre énormément parce que je pense à toutes ces choses que j'ai envie de faire et j'arrive pas à me démultiplier, quoi. Et Mm. donc, pour ça, ouais, ça me frustre beaucoup. Mais bon, après, je prends à vivre avec. Ouais, ça rejoint un peu la question que j'avais bah là, de tes projets. Donc là, il y a les podcasts, ton site. Est-ce qu'il y a, comme tu as plein d'idées, il y a d'autres choses dans les placards. Ouais, il y a pas mal de choses dans les placards, ouais. Mais des trucs, si je t'en parle maintenant, c'est plus la surprise. Voilà, C'est ok. pas cool. Pas de Tu souci. vois. Pas de souci, je Après, comprends. il y a aussi des projets, c'est pas que des projets business, c'est aussi des Mm. projets personnels. Bah, typiquement, le fait d'emmener ma famille en vacances, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Je suis trop content de le faire. Et il y a d'autres projets que j'ai comme ça, des projets de vie, quoi. C'est Et, super. ouais. Et est-ce que tu aurais des derniers conseils aux personnes qui veulent se lancer comme digital nomade ou qui veulent tout simplement avoir leur business sur Internet? Quel serait un petit peu le mot de la fin? Ouais. Euh, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Mais déjà, si ça prend du temps, c'est normal. C'est la Ok, cool. première chose. Super. C'est parce que c'est long, vraiment. On se rend pas compte que ce sera long à ce point-là. Quand on, quand on découvre quelque chose, on voit que la surface Ouais. et on voit pas toutes les strates de profondeur qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que quand on découvre un nouveau sujet, très vite, on a l'impression de tout connaître sur ce sujet. Mais en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que tu connais rien. Et quand tu découvres le web, l'entrepreneuriat, etc., très vite, tu te prends pour un master entrepreneur qui a tout Mm. compris à la vie, tu vois. Et tu te dis, bah, pour moi, c'est bon, je Ouais. sais, je fais ça, petit A, petit B, je fais ça, petit C, je fais ça, dans 3 mois, je suis riche. Et Non. en vrai, Mm. ça se passe pas comme ça, non. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est difficile, mais récemment, j'ai réfléchi et en fait, bah, c'était plus difficile pour moi d'être serveur et de porter des bières que de faire ce que je Ouais. fais. Quand je dis que c'est difficile, c'est émotionnellement parce que c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de tests, d'erreurs, d'échecs, des trucs. Tu te dis, putain, tu avais mis plein d'énergie dans un truc, puis ça marche pas comme tu le voudrais. Tu sais, c'est difficile émotionnellement, en fait. Mm. Mais après, c'est pas plus difficile que ça si tu trouves quelque chose dans lequel t'es vraiment, tu kiffes vraiment ce que tu fais. Donc, ah voilà, justement, un bon conseil Oui. pour les gens. Oui. Suivez votre kiff. Voilà, Ouais. enfin, kiffer, c'est très simple, mais c'est très vrai. Tu vois, tu feras jamais de l'aussi bon travail que quand tu adores ce que tu fais. Euh, tu seras jamais aussi bon, tu n'arriveras jamais à tenir aussi longtemps, tu arriveras c'est important. Moi, tu vois, entre, comment dire, entre l'argent et le bonheur, je choisirais toujours le bonheur. Et
faire un truc tous les jours, si ça te plaît pas, même si ça ramène beaucoup d'argent, pour moi, ça sert à rien. Essayer vraiment de trouver… L'entrepreneuriat, c'est une quête de liberté. Et la liberté, ça sert à quoi? Ça sert à s'éclater. Donc, poursuivez les choses qui vous amusent, qui vous font vibrer, tout simplement. Et écartez tout le reste. Et de rester aligné avec ses valeurs et ses propres envies et pas d'accepter des contrats juste pour l'argent. Enfin, exactement. Même si au début, c'est tentant quand tu as fait une thune. Voilà. Donc, mais exactement. Et puis aussi, au début, comme je te le disais tout à l'heure, au début, c'est normal de vouloir suivre des méthodes, etc., de vouloir faire comme les autres, de vouloir… en fait, le plus vite, on comprend que ce qui fait notre force en tant qu'entrepreneur, c'est pas toutes les choses qu'on fait comme les autres, mais c'est toutes les choses qu'on fait différemment des autres. Ce qui fait notre force en tant qu'entrepreneur, c'est notre unicité. Ce qui fait notre force, c'est notre capacité justement à casser les codes et à sortir du cadre, en fait. Et c'est dur de le comprendre au début. Parce que au début, tu t'inspires de tout le monde et tu fais comme tout le monde. Mais il faut vite comprendre que c'est le fait de faire les choses de manière unique qui va te permettre de réussir. Tu réussiras jamais beaucoup, en tout cas, en faisant la même chose que tout le monde. Voilà, c'est rester authentique et entreprendre, c'est aussi créer. Donc la création, elle doit venir de soi et l'importance aussi, j'en ai parlé par email, c'est de prendre d'abord ses ressources à soi. On en a énormément et on n'est pas tous des super-héros, mais pourtant, on a déjà quelque chose au fond de nous-mêmes et on n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on voit partout. Ouais, exactement, carrément. C'est un truc que j'aime bien dire, c'est que entreprendre, c'est pas devenir une nouvelle personne, c'est devenir plus soi finalement. C'est vraiment apprendre à se connaître et à exacerber ses qualités et à accepter ses défauts et à jouer avec ça tout simplement, quoi. Et tu penses que, enfin moi ce que j'aime bien, le lien entre entreprendre et voyager, c'est justement le fait de dire que entreprendre, c'est apprendre à se connaître et voyager, c'est apprendre à se connaître. Donc le mix des deux est très très fort. Bah, clairement, parce que justement, c'est encore une question de code, à mon sens. Moi, ce qui rend le voyage si intéressant et important, même j'ai envie de dire, moi je trouve que tout le monde devrait passer par une phase de voyage dans sa vie. Ça devrait limite être obligatoire dans le cursus scolaire, le truc. En fait, c'est qu'on grandit et on est éduqué selon certains codes, selon certaines règles, selon certaines croyances, selon certaines façons de vivre, qui finalement sont des choses qui ont été créées par d'autres personnes qui ne sont pas nous, des choses qui ont été inventées par d'autres personnes. Et finalement, ça devient notre normalité à nous, mais ce n'est pas vraiment nous. Et le voyage te permet pour la première fois de sortir de tous ces codes et de te retrouver confronté à toi-même et de te demander qui je suis vraiment en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant. Et l'entrepreneuriat, effectivement, c'est un petit peu la même chose, au sens où tu te retrouves aussi seul face à toi-même. Ouais, super, voilà, c'est une super conclusion du coup. Ouais. Voilà, moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit et je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment ensemble. Et, merci à toi. pour ce que tu dis, je pense que ça va rassurer aussi pas mal de personnes et ça fait du bien à entendre. Voilà. Merci à toi, Marion. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on gardera contact peut-être pour une prochaine fois. Avec plaisir.